Ah, c'est bon. Yes, poisson. C'est du beau, c'est du bar. C'est parti. Il y a un bar, les gars. Bar. Ah, il est pas gros, il est pas gros, il est pas gros. Pas grave, c'est pas grave. Ah, quand même, hein, quand Ouais, même. c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et bien voilà, Eh, ma première pêche. ton premier bar. Super. Tac. Le trophée. Merde. Cette semaine, cap sur Dieppe pour David Gallienne. Avec Cécile, guide conférencière, notre chef commencera par creuser l'histoire de la ville. Ancienne cité de pêcheurs, Dieppe a été le point de départ de plusieurs voyages d'exploration, dont celui qui a permis la découverte de la baie de New York. Et essaye aussi d'ouvrir de nouvelles routes en faisant le contour de l'Afrique. Prendre le large, c'est la routine de Guillaume, moniteur de pêche. David va monter à bord et tenter de pêcher un beau spécimen. Est-ce qu'on va être chanceux? On devrait être chanceux, ouais. Pour l'instant, depuis les 8 saisons, j'ai de la chance. Bon. Guillaume a une idée de recette, des boudins de bar accompagnés de légumes au miel. Et pour récompenser leurs efforts, ils dégusteront ce plat dans le splendide manoir construit par Jean Angot, armateur dieppois du XVIe siècle. Alors, je comprends pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, Cécile, quand je vois le spot. La vue est imprenable. Effectivement, c'est la plus belle vue qu'on puisse avoir sur la ville de Dieppe et ses ports. Et ces ports, pourquoi ces ports? Alors la ville de Dieppe, on a pris l'habitude de l'appeler la ville aux 4 ports. On a le tout premier port qui était le port primitif, qui est aujourd'hui le port de Plaisance, juste devant nous. D'accord. On a le port de pêche, puisque la pêche a donné vie à la ville de Dieppe. On a ensuite le port de commerce. Et puis on a le port Transmanche, le dernier arrivé, 1995, alors qu'autrefois les ferries venaient jusque dans le port de Plaisance. C'était quand même une ville très importante. C'est aussi une ville très ancienne, la ville de Dieppe. Elle a commencé par la pêche au 7e, 8e siècle, mais elle est vraiment devenue ville avec Guillaume le Conquérant. Il a des territoires ici en Normandie et de l'autre côté de la Manche. Il a donc besoin de ports qui vont lui permettre de faire la liaison entre ces différents territoires. Pour ça, il a choisi 3 ports, Caen, Ouistreham et Dieppe. Et à partir de ce moment-là, Dieppe va devenir vraiment une ville importante. C'est ce qui va lancer la ville de Dieppe, cette intervention de Guillaume le Conquérant. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à partir de là, elle se développe grâce à la pêche, mais elle se développe aussi grâce à ses navigateurs. Les navigateurs, les capitaines dieppois, sont partis à la découverte du monde. Ça faisait partie de ce moment qu'on appelle encore un peu les grandes explorations, où les Européens partent découvrir l'Amérique, notamment, en cherchant une façon de rejoindre la Chine, en faisant tout le tour de la Terre. D'ailleurs, est-ce que les épices ne seraient pas passées par Dieppe? Alors, pas que par Dieppe, il faut quand même être un petit peu juste avec les autres villes. On a amené ici du poivre, notamment, la maniguette, on a amené du sucre aussi. Et pourquoi on voit Angot partout, lui? Il est partout. Effectivement, il y a le bassin, on a le pont Jean Angot, on a le lycée Jean Angot. En fait, c'était un armateur, c'est-à-dire quelqu'un qui préparait des expéditions et qui avait des navigateurs, des capitaines, qui l'envoyaient sur toutes les mers du monde, à la fois pour faire du commerce, pour découvrir de nouvelles terres, et puis un petit peu aussi pour faire la guerre de course contre les Espagnols. C'est lui qui envoyait les Dieppois parcourir le monde entier? C'est ça. Alors si ça te dit, on se rend juste en face, au château, et là je pourrais te parler un peu plus précisément de Jean Angot. Donc on traverse le port à la nage. Alors toi à la nage et moi je vais faire le tour par la route. Ça marche. Bon, eh ben allez, allons-y. C'était le château qui accueillait les gouverneurs de la ville de Dieppe. Et il se trouve que Jean Angot a été gouverneur, parmi plein d'autres choses, gouverneur de la ville.
ça se fait que tu connais toute cette histoire sur Dieppe? Alors en fait, je suis animatrice de l'architecture et du patrimoine et je suis chargée d'animer le label Ville d'art et d'histoire sur la ville de Dieppe. Je comprends mieux. Et alors, qu'est-ce que Jean Angot a découvert? Il finançait en fait des expéditions. Il a par exemple financé plusieurs expéditions des frères Girolamo et Giovanni da Verrazzano. On disait les Verrazzano, on a francisé le nom. C'est eux les premiers qui ont découvert la baie de New York. Incroyable. Et c'est à Dieppe qu'ils sont revenus en juillet 1528 et en rapportant pour le roi de France le récit de leur découverte avec une carte notamment qui présentait toutes leurs découvertes. Donc le voilà, le fameux Jean Angot. Effectivement, le voilà en buste, en tout cas, ce gouverneur de Dieppe, ce grand armateur. Mais il faut quand même reconnaître que s'il a pu faire tous ces voyages, c'est aussi parce qu'il y avait le savoir-faire à Dieppe. Les marins dieppois, ils avaient l'habitude d'aller pêcher au loin. Ils allaient pêcher le marsouin, ils allaient pêcher la baleine dans les mers du Nord, et ensuite la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Et c'est grâce à eux aussi qu'il a pu faire toutes ces expéditions. Il était un proche du roi. Il a financé ces guerres, et d'ailleurs, j'ai ici une gravure qui va pouvoir nous montrer Jean Angot et les rois de France. Donc on voit ici sur un bateau, Waouh. Jean Magnifique Angot bateau. avec François Ier. Et ce François Ier, il est même venu ici à Dieppe, invité par Jean Angot. Vraiment des liens très proches. Alors ça a desservi finalement Jean Angot. Il a financé les guerres de François Ier. Lorsque François Ier est mort, ses fils n'ont pas reconnu les dettes, ils n'ont pas remboursé Jean Angot et il a fini complètement ruiné. Bon bah écoute Cécile, demain matin c'est moi qui vais jouer mon Jean Angot parce que je vais rejoindre un moniteur de pêche pour aller apprendre à pêcher le poisson en mer. Et alors je cherche un lieu pour pouvoir cuisiner ces magnifiques poissons que je vais ramener. Il y en a un qui me semble idéal, directement chez Jean Angot, à Varangeville, dans son manoir. Eh ben écoute, ça me paraît être une très bonne idée. Je te propose de nous y rejoindre. Avec grand plaisir. Bon, eh ben je te dis à demain alors. Merci, à demain. Salut Guillaume. Salut David, En train de préparer notre sortie en mer? c'est ça. Alors moi je connais moniteur auto-école, moniteur de ski, mais alors moniteur de pêche, ça consiste en quoi? Bah écoute, c'est un métier assez rare, c'est comme un moniteur de ski, mais moniteur guide de pêche, tu enseignes la pêche. Et c'est à coup sûr, on pêche du poisson avec toi ou on n'est jamais certain? à coup sûr parce que je valide la pêche uniquement quand la météo est très bonne. Alors demain, les conditions vont être musclées, mais on va tout faire pour prendre du poisson. Tu vois, nous on est là, ici Dieppe, ici on a les côtes anglaises, et je vais pêcher dans tout ce périmètre en fonction des conditions. Donc là, en l'occurrence, demain, on a un vent de terre qui vient de la terre, sud-sud-ouest, ce qui fait que dans les premiers kilomètres, la mer ne sera pas trop agitée. On va se mettre dans la limite du navigable pour faire une pêche correcte. Donc je vais m'arrêter sur J'ai cette pas épave. trop le mal de mer, mais bon, si on pouvait faire une pêche tranquille, ça m'irait bien quoi. À la côte, ça va être un petit peu difficile. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer en premier une épave où la mer sera un petit peu agitée. On va essayer de tirer notre épingle du jeu dès les premières dérives et comme ça, après, on se rapproche de la côte. Et alors sur tes écrans, c'est la même chose que là, mais en plus gros plan? C'est ça, une fois que j'ai fait mon choix sur la carte, j'analyse un peu plus finement. En fait, c'est une épave qui a été balisée en 3D. À force de passer dessus avec le sondeur, la carte me redessine l'épave Mais c'est énorme. en relief. Alors, je vais te le montrer. Tu vois, c'est un... Ah ouais. Donc ça, c'est enfoui sous la mer. Voilà, ça c'est un train ferry. C'est un bateau assez atypique qui transportait des trains entre la France et l'Angleterre. Celui-là, il a coulé en 1940 et on va pêcher sur ce bateau qui est finalement une réserve importante au niveau de la nourriture. Et J'imagine des poissons. qu'il y a plein de coquillages qui viennent du poulpe, des poissons. Effectivement, Il y a ça plein doit de être une choses. grosse Il y a ressource. même tout autour de l'épave des coquillages, des bulots, ce qui fait que ça attire les dorades. Au-dessus, il y a plein de petits poissons et ça attire les bars. Il y a vraiment une vie sous-marine très importante sur ce type de relief. Bon, bah alors finalement, sur des milliers de bars, on va bien en remonter un quand On même. va essayer d'en piquer un. Salut Guillaume, Salut David, bien dormi? bien et toi? Bah écoute, super. Je suis au taquet là, j'espère qu'on aura la chance. Bah écoute, ça devrait bien se passer. On a déjà un petit peu d'éclaircie, un peu de soleil. Je te laisse mettre le gilet, comme ça on est tranquille et en sécurité pour la journée.
Tu vois l'épave dont je t'ai parlé hier, sur laquelle on va pêcher, elle est grande comme le ferry Transmanche. C'est énorme. Ah ouais, c'est vraiment massif. Ah, c'est un peu brumeux ce matin, mais on aperçoit quand même ces jolies falaises. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on appelle ça la côte d'Albâtre? Ça, c'est un nom qui a été donné par les Anglais à la base du fait de la couleur créée, le fait que ce soit blanc, un petit peu laiteux au niveau de l'eau. C'est vraiment ce décor blanchâtre qui a donné le nom Albâtre, c'est une origine anglo-saxonne. D'accord. Et ici, tu vois, tu as une petite valeuse, j'habite là-bas, moi. Tu vois, ça fait une cuvette au niveau de la falaise et il y a un petit village. Et alors, parce que les falaises se sont effondrées à cet endroit-là, ou il n'y en a jamais eu? Non, quand il y a une valeuse comme ça, c'est qu'il y a un cours d'eau historique. Qui se déversait dans la mer. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est l'épave. Et ici, on voit, là, c'est du poisson. Ça, c'est du bar. Ah ouais! Il y en a énormément. Là, il y en a pas mal, ouais. Bon alors, on va pêcher le bar dans des conditions musclées. Ouais. Donc je te propose directement à l'heure assez plombée, parce que là, ça va être difficile de sentir le fond. Le leurre, en fait, c'est l'appât, hein, c'est ça. Hein, c'est ce qui va permettre, c'est entre guillemets, la fake nourriture, quoi. C'est ça, c'est l'imitation de l'appât. L'imitation de l'appât. Ouais. Si tu laisses redescendre comme ça, librement le leurre, tu vas rien sentir. Il faut que tu lèves et que tu accompagnes, que la ligne soit toujours tendue à la descente, tu vois. Ok. Et là, tu peux sentir la touche. Ah, c'est technique, hein. Et alors, si jamais ça mord, qu'est-ce que je fais? Je mouline? Eh ben, tu commences à mouliner. Je t'expliquerai au moment de la touche. Donc tu vois là, les conditions sont difficiles parce qu'on a un vent fort qui vient perturber la dérive naturelle du bateau. Le bar attend sa proie, il est face au courant, il attend la proie en dérive dans le courant. D'accord. Et là, notre leurre, il se déplace dans le mauvais sens. Ah, Donc, ok. le bar, quand il voit le leurre, il est moins facilement leurré. On a moins de chance, quoi. Voilà, on a moins de chance parce que la trajectoire que prend notre leurre n'est pas naturelle. J'ai un truc, non? Mouline vite, mouline. Mais tu avais peut-être un poisson là. J'avais peut-être un poisson, hein. Ouais. Bon, là, condition difficile. Ah, t'en as un là? Ouais, je crois que j'ai une touche, là. Ouais, bien joué. Attention. Ah, on est en mêlée. Fil. Voilà, je passe en dessous. Hop, hop. Super. Alors, lâche un petit peu de fil. T'en recules un petit peu. Voilà. Hop, super. Bien joué. Il est pas mal, hein. Ah, il est pas mal. Ça fait quoi, ça? Ça fait 1 kg, 1,5 kg? Oh, ça, ouais, ça fait 1,5 kg, ouais. Ah, il est pas mal. Super. Magnifique. Mon premier bar. Super, écoute, ça fait plaisir. Hein. Celui-là, il est mérité. Hein. Eh. On va se régaler, en tout cas. Ah, top. Allez. Tiens, regarde celui-là. Ah oui, il est balèze. Ah ouais, belle prise. Eh, celui-là, Celui-là, il est joli. eh, pour la recette, il va être parfait. Voilà, c'est la taille parfaite. Waouh. Magnifique. Super, hein. Magnifique. Alors, on l'a pas volé. Hein. Non, non. Ah, Alors, les conditions. maintenant, je comprends mieux pourquoi le prix du poisson, pourquoi plein de choses en fait. Et je pense que maintenant, dès que je cuisinerai le bar, je penserai forcément à cette pêche en mer. Bonjour Philippe. Bonjour David. J'ai Guillaume qui m'envoie chercher des beaux légumes de saison. Oui. Alors je vois qu'il y a les petits pois, je Premier de la saison, cueilli ce matin. vais en prendre une livre. Qu'est-ce qu'il prend d'habitude? Les épinards. Ah, alors on va lui prendre des épinards. Et vous faites de l'huile aussi? Oui. Donc c'est de l'huile de tournesol qui est pressée à froid. Elle est médaillée. Voilà, médaillée. On va en prendre une bouteille aussi. Et du coup, il a pêché quoi comme poisson? Eh ben on a pêché du bar. Et c'était pas sans mal. Parce que ça secouait hein, Ah ouais, quand ouais. même. Hein. Une botte d'oignons et puis une dizaine de navets. Allez, on est pas mal. Je repars chargé. Eh ben merci beaucoup. Et voilà Guillaume, comme promis, je t'ai ramené des beaux légumes.
Alors, il y a du choix. Je ne savais pas ce que tu C'est voulais. parfait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors l'idée c'est de faire un boudin de bar. C'est assez Un original. boudin de poisson. Boudin de poisson, c'est ça. Avec ces petits légumes. Je verrais bien les navets glacés au miel. Bonne idée. Euh, Navet et miel, ça matche super bien. avec les boudins un petit peu épicés, ça fera un contraste. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les petits pois avec. On aura de la couleur. Voilà. Les feuilles d'épinards, soit poêlées, soit on pourrait mixer, faire une sauce citron. Épinards, citron, un peu d'épices, un peu de crème. On est en Normandie C'est quand ça, même. ouais, c'est ça, exactement. Pour réaliser les boudins de poisson de Guillaume, pour 4 personnes, il nous faut 500 g de filet de bar, 10 centilitres de crème de coco, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à café de piment d'Espelette, 2 œufs, 1 oignon et 4 feuilles de briques. On va commencer par lever le filet de bar, récupérer la chair en vue de faire du boudin. On ne pouvait pas faire plus frais. C'est vraiment la pêche du jour. D'ailleurs, est-ce que tu conseilles de consommer le poisson quand il vient d'être pêché ou vaut mieux attendre un peu quand même? Alors j'aime bien l'idée d'attendre au moins 24 heures parce que la chair a tendance à être un petit peu filandreuse quand c'est vraiment trop frais. Elle s'attendrait un tout petit peu au bout de 24 heures au frais. Il faut qu'elle se détende un peu, quoi. Exactement. Ouais. Écoute, les filets sont prêts. Maintenant, je te propose de ciseler l'oignon et moi, je vais couper les filets de bar en petits morceaux. Allez. L'idée de faire un boudin, c'était vraiment de plaire aux enfants au niveau de la texture. Ma satisfaction, c'est de les voir manger une recette qui est constituée à 90% de chair de poisson, mais sans avoir l'impression de manger du poisson. Tu modifies la texture finalement. C'est ça. Allez. Je vais mixer la chair de poisson avec l'oignon. Après, ce que je fais habituellement, je mets la crème fraîche, un peu de crème de coco, j'aime bien, ça donne un petit peu de goût, et les œufs. Et après, je mixe tout. Alors moi, si je peux me permettre, je mettrai d'abord les œufs Ouais. et après la crème. Parce qu'en fait, ton blanc, l'albumine de l'œuf, tu vas le casser en même temps que ta chair de poisson. D'accord. Alors que si tu le mets à la fin, bah, tu risques d'avoir des morceaux encore de blanc ou autre, sauf si tu veux quelque chose de parfaitement lisse. Mais si tu veux garder un peu de texture, vaut mieux mettre l'œuf au début. Ça paraît pas mal, hein. Ça donne faim. Ouais, ça sent bon. On a la farce, on est prêt à mettre ça dans les feuilles de briques. Finalement, la feuille de brique, c'est ce qui remplace le boyau. C'est ça. J'humidifie la feuille de brique. Donc c'est à peu près 3-4 cuillères à soupe de chair. Là on voit 3, c'est déjà pas trop mal garni. Ah ouais, c'est un boudin bien généreux, quoi. Ouais, bien généreux. Donc voilà, je roule à fond. J'utilise toute la feuille et je plie dans ce sens-là. Allez, il n'y a plus qu'à mettre le plat au four. Ce qui nous laissera le temps d'attaquer les légumes. Pour réaliser notre jardinière de légumes, pour 4 personnes, nous avons besoin de 5 petits navets, 500 g de petits pois, 100 g de beurre, 1 cuillère à soupe de miel, 1 oignon cébette, 200 g d'épinards et 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Maintenant que les boudins sont enfournés, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va attaquer les navets. Et les petits pois écossais aussi? Aussi, ouais. J'enlève, c'est un peu coriace la peau. J'aime bien enlever quand même Tu fais bien. 2-3 mm. En fait, il y a deux peaux sur le navet. La peau violette et il y a une peau blanche. Et c'est ça qui donne de l'amertume, donc c'est bien ce que tu fais. Comment t'es venu l'idée de devenir moniteur de pêche? À l'âge de 13 ans, j'ai suivi des potes qui allaient à la pêche et j'ai adoré ça. J'étais vraiment accro, j'ai mis de côté toutes les autres activités sportives et j'ai fait que ça jusqu'au moment du choix des études. Et j'ai vu sur internet qu'il n'y avait pas grand chose sur la pêche. Du coup, j'ai fait un site internet sur la pêche, j'ai commencé à recevoir des visiteurs qui venaient poser des questions, je me suis pris au jeu. Et c'est là où j'ai orienté mes études vers l'informatique pour améliorer mon site sur la pêche. Ça m'a mis un pied dans le milieu de la pêche. Je suis devenu chef de produit et je me suis mis à designer donc des imitations de poissons en plastique, qu'on appelle des leurres, et des cannes à pêche. La pêche me manquait quand même. Ça fait 20 ans que j'ai cette envie en fait en tête de devenir moniteur guide de pêche. À 40 ans, je me suis dit, après la période Covid, faut y aller, quoi. Faut essayer. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Et alors, c'est quoi ta plus grosse prise en mer? C'est un thon rouge de 95 kg. 95 kilos? Ouais. Énorme. On met à va, cuire
Voilà, on va mettre à cuire avec un peu de beurre d'abord, faire saisir. Et alors, qu'est-ce qui t'anime dans cette pêche? C'est le combat avec le poisson, c'est le fait de passer du temps en mer? C'est avant tout le fait d'être sur l'eau, en déconnexion. Une fois que je suis sur l'eau, je suis vraiment dans mon élément. Une fois que je touche un beau poisson, alors là, c'est la consécration, quoi. Et on met pas d'assaisonnement? Bah, pour l'instant, j'en mets pas. Donc là, ils sont bien revenus. On peut ajouter les petits pois et l'eau. Pendant ce temps-là, on pourrait faire notre sauce. Les légumes, ils ont l'air super, hein. Ouais, ce maraîcher, c'est un passionné aussi, donc forcément, il apporte un soin particulier à son travail. On le ressent sur la qualité des légumes. Ouais. C'est important pour toi de justement consommer, manger local? Pour moi, c'est important que la totalité de la recette ait du sens. Manger local et circuit court. Ouais. Donc là, ça a bien réduit, Guillaume. Je pense que c'est le bon moment pour ajouter le miel. Une cuillère bien généreuse. Là, tu viens glacer, hein, c'est le terme qu'on utilise nous en cuisine. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'imprégner un maximum l'ensemble de la poêlée au miel. Ça sent bon. On va se régaler. On l'aura bien mérité. Hein. Ah, ça, c'est Franchement, sûr. Tu sais que j'étais stressé à un moment donné, je me suis dit, mais on va jamais rien pêcher en fait. C'était pas facile, hein. C'était vraiment la mission, mais on a réussi. On a failli manger que des légumes quand même. Alors, pour la sauce, j'imagine tu fais revenir les épinards. C'est ça. Je les fais revenir, donc soit au beurre, soit à l'huile. Je préfère à l'huile. Il faut bien le remuer pour l'écraser au fond, qu'il réduise plus vite. Et surtout pas à l'eau bouillante. C'est beaucoup mettre dans l'eau bouillante salée et en fait on perd toutes les vitamines, en fait elles s'en vont dans l'eau. Là on garde l'épinard, il a cuit dans son jus. Et on garde plus de saveur. Exactement. Voilà, donc je mets la crème dans la foulée, du sel citronné. On mixe? Allez, c'est parti. Allez, dernière petite touche avec les petites pousses d'épinards. Il n'y a plus qu'à passer à table. Et puis on va profiter du manoir de Jean Angot quand même. C'est ça, un beau cadre. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Voilà, de la mer à l'assiette. C'est exactement ça. On n'est pas bien là? Magnifique, Quand même. avec le soleil. Avec le soleil. Bon, on est mieux là qu'en mer, sous la pluie, non? Et alors, quel merveilleux endroit, franchement. Ce manoir, il a été construit en fait entre 1530 et 1545. C'est Jean Angot qui a fait venir le style Renaissance ici dans la région. Mais en revanche, il a utilisé les matériaux locaux. C'est pour ça que vous voyez, il y a du grès qu'on voit ici. Le grès, souvent dans la région, il vient d'Aï. On retrouve le silex qu'on trouve dans les falaises. Et puis au milieu de cet écrin, ce qu'on peut remarquer, c'est ce magnifique pigeonnier qui passe pour être l'un des plus beaux de France. Et alors, ça t'arrive souvent de manger tes légumes cuisinés de cette manière-là? Non. Non. Non, on les cuisine plus simples. Ce qui est malin, moi je trouve, c'est qu'il a remplacé le boyau. Hein. Quand on embosse le boudin, bah là c'est remplacé par la feuille de brique. Et le fait d'avoir mis de la coco, je trouve ça aussi intéressant parce que on a ce petit côté un petit peu sucrosité qui va bien avec le miel des navets, la sucrosité des petits pois, parce que les premiers petits pois comme ça, ils sont sucrés. Moi j'ai le souvenir dans le jardin de mon grand-père de manger des petits pois directement dans l'Écosse comme ça. C'est excellent, bravo. Ah, merci. Philippe, raconte-moi, l'idée de cultiver des légumes, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit? Non, c'est que moi je travaillais dans le pneumatique. Dans le pneumatique? Voilà, j'ai été dépanneur, je réparais les pneus crevés, mettais des pneus neufs. Et j'ai eu un accident. Donc j'ai eu l'épaule sectionnée. J'ai mis 2 ans à faire marcher mon bras. Et j'ai perdu mon poste. Et j'avais un coin de terrain. J'ai commencé avec 1 hectare et aujourd'hui j'ai 6 hectares avec 3 salariés. Quand on voit le résultat, chapeau. Hein. On sent qu'il y a de la passion quand même dans tout ça. Hein. Oui. Bah, tous les 3, hein, passionnés par ce que vous faites, ça se ressent. On n'a peut-être pas les mêmes heures de lever.
Alors on regarde tout ce que j'ai appris depuis ces 2 jours et la pêche qui animait la ville de Dieppe, est-ce que c'est aussi et encore vivant comme ça pouvait l'être autrefois? Alors Dieppe, c'est encore une ville où la pêche est très visible. Et quand les chalutiers passent, vous avez vu à Dieppe, on a le pont qui s'ouvre, on a le pont qui tourne. Quand les chalutiers passent, on doit leur laisser le passage quand ils rentrent de la pêche. Et forcément, on est là et on attend que les chalutiers soient passés. Et quand c'est la pleine saison de la coquille, il n'est pas rare de devoir attendre 20-25 minutes pour laisser passer 7-8 chalutiers qui rentrent au port. Et puis, on prend notre mal en patience parce que ça fait vivre la ville. Mais c'est vrai que ça rythme notre vie. Poire au Saint-Jacques. Poireau Saint-Jacques. Réfléchis déjà une recette, Guillaume. Peut-être dorade.